maintenant sur le réemploi, justement. On va donner un peu plus de temps au réemploi, avec 2 tables rondes. Une première qui va être sur la REP, la nouvelle filière REP des emballages professionnels, et une deuxième que j'anime également, qui sera sur les premiers retours de l'expérimentation Reuse portée par l'éco-organisme Citeo. Et donc, je vais commencer par une petite présentation de qui je suis, de qui est Réseau-Vrac et Réemploi, et du cahier des charges de la filière REP emballage pro sur la partie réemploi. J'accueillerai ensuite 2 entreprises, donc un metteur en marché qui travaille avec un opérateur de réemploi dans le domaine des emballages professionnels, donc qui font déjà du réemploi. Donc Anaïs Ritterban de Pandobac et Laetitia Bertrand de l'entreprise Bretz. Et enfin, pour terminer le tour de table, nous avons la chance d'avoir les 3 candidats éco-organismes pour cette future filière REP, donc Citeo Pro, l'EcoPro et Twice, qui viendront présenter leur plan d'action et leur vision de cette future filière REP. Donc moi, je suis Lucia Pereira et je suis directrice des affaires réglementaires de l'association Réseau-Vrac et Réemploi. Cécilia, tu peux... qui est donc une association professionnelle, loi 1901, qui existe depuis 10 ans. Nous fêtons nos 10 ans cette année. Et donc, notre objectif, c'est de fédérer la filière du réemploi des emballages. On est la seule et unique aujourd'hui association professionnelle en France qui œuvre pour le réemploi des emballages. On mène des actions au niveau national principalement. On a également des actions territoriales, notamment un plan d'action avec les municipales actuellement, et au niveau international, au niveau européen, avec notamment notre association européenne New Era, qui fait un peu la même chose que nous, mais au niveau européen. Nos adhérents aujourd'hui, on les compte au nombre de 405, répartis dans 4 collèges. Donc le collège des metteurs en marché ou des fournisseurs de produits. Donc c'est des fournisseurs de produits qui vont être destinés soit à la vente en vrac, soit au réemploi, donc préemballés dans des emballages réemployables. On a ensuite le collège des apporteurs de solutions, avec notamment tous les opérateurs de réemploi, les opérateurs de lavage, de tri, de massification, de traçabilité, les équipementiers pour la vente en vrac, etc. On a le collège des distributeurs, donc des distributeurs qui offrent aux consommateurs la possibilité d'acheter des produits en vrac ou en préemballé en réemploi. Donc ça, c'est les 3 collèges principaux de nos membres actifs qui ont le droit de vote au sein de notre association. Et on a un collège des membres non actifs dans lequel on va retrouver les éco-organismes qui sont agréés pour les filières REP emballage, des associations professionnelles, des syndicats de déchets, etc. Nos 3 piliers, c'est structurer, développer, promouvoir le réemploi et le vrac. Dans structurer, on a une grande partie d'activité de lobbying et je vais vous en parler plus dans le détail par rapport à la REP emballage pro. On est au sein du CNEC, le Conseil national de l'économie circulaire. On est également au sein du Conseil national de la consommation et du commerce qui est rattaché à Bercy. Donc on travaille dans beaucoup de groupes pour représenter la voix des acteurs du réemploi et des opérateurs de réemploi. Dans la partie développée, la principale information que vous devez savoir, c'est qu'on organise un salon professionnel, donc la Reuse Economy Expo, qui va se tenir le 19 et 20 mai prochain à Porte de Versailles cette année. Et donc c'est un événement incontournable sur le réemploi de, pas uniquement les emballages, mais de plusieurs secteurs d'activité. Et je vous invite à venir nous voir. On est en hall 1 dans le village du réemploi. Et Cécilia, qui est ici, qui organise le salon, pourra répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et enfin, une partie promotion, donc plus B2C, notamment avec l'organisation d'un événement qui s'appelle le Mois du vrac et du réemploi, qui se tient actuellement, au mois de mars. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant... Quel est le rôle de notre association dans ces filières REP emballage? Donc, depuis la loi AGEC, les éco-organismes des filières REP emballage ménager ont accueilli dans leur gouvernance des représentants des opérateurs de réemploi. Jusqu'alors, elles avaient des opérateurs de recyclage ou de gestion des déchets, à côté des metteurs en marché et des distributeurs.
Et depuis la loi AGEC et le renforcement du R de réemploi par la loi AGEC, ils accueillent désormais des représentants des opérateurs de réemploi, c'est-à-dire nous, puisque nous représentons ces parties prenantes. Donc, on a beaucoup travaillé avec les éco-organismes dans le cadre de la REP emballage ménager. On est dans les comités des parties prenantes, dans les comités techniques réemploi de Citeo et de l'ECO. On est partie prenante des projets qu'ils mettent en place pour développer le réemploi. C'est le cas du projet Reuse de Citeo, de En route pour le réemploi de l'ECO, ou encore des travaux que mène Citeo sur la feuille de route concertation lavage, visant à mapper le territoire de centre de lavage. Et nous sommes également dans la gouvernance de Citeo Pro, qui est donc l'éco-organisme agréé jusqu'en juillet 2026 pour les emballages de la restauration. Ces derniers vont entrer dans le périmètre de la REP Emballage Pro à partir du mois de juillet. Et donc, on contribue aux politiques publiques sur le réemploi en étant donc partie prenante dans les concertations ministérielles, puisque pour aboutir à une REP, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Et les cahiers des charges sont rédigés par le gouvernement, principalement le ministère de la Transition écologique, la DGPR, qui organise une concertation des parties prenantes. Nous en faisions partie et donc nous étions aux manettes sur la rédaction du cahier des charges et en particulier sur les dispositions sur le réemploi qui s'y trouvent. Nous participons également à la mission d'information sur les éco-organismes et sur les éco-contributions. Il y a eu beaucoup de sujets sur le sujet de la gouvernance des éco-organismes, notamment parce qu'effectivement, depuis la loi AGEC et depuis qu'on essaye de remettre le R de réemploi dans sa bonne place au niveau de la hiérarchie des 3 R, on s'aperçoit que finalement, les REP qui aujourd'hui fonctionnaient quasiment que sur le recyclage, elles ont quand même un peu de mal à faire aboutir le R de réemploi. Et donc, il y a beaucoup de débats au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, et encore une, à l'heure actuelle, cette mission d'information qui se pose des questions sur comment faire en sorte que les REP s'adaptent aux nouveaux modèles de transformation et de production dont on a besoin, et notamment pour développer le réemploi. Et enfin, on travaille de manière ardue sur le projet de loi d'ADU qui vise à transposer PPWR et faire en sorte notamment que la loi AGEC qui place le réemploi au sommet de la pyramide des 3 R ne soit pas détricotée. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Nous, notre position, que ce soit dans les concertations ministérielles ou au sein des éco-organismes, c'est de rappeler la hiérarchie légale des modes de traitement des déchets. C'est d'abord les réduire, ensuite les réemployer et enfin les recycler. On a eu une table ronde tout à l'heure sur un décryptage de PPWR et vous avez vu que la majorité des discussions ont tourné autour du recyclage et le réemploi finalement est arrivé à la fin avec 2-3 petites minutes où on a parlé des exemptions au réemploi. Donc là, l'idée, c'est d'inverser cette machine et de faire en sorte que dans l'esprit de tout le monde, des éco-organismes, des pouvoirs publics, quand on parle d'économie circulaire, on ne pense pas que recyclage, mais bien réduction d'abord, réemploi ensuite et recyclage à la fin. Et c'est très compliqué de faire machine arrière parce qu'en fait, ça fait plusieurs décennies qu'on pense économie circulaire égale recyclage. Et là, il va falloir effectivement travailler et convaincre pour remettre le R de réemploi et de réduction à la bonne place. Donc si on revient sur les emballages professionnels, donc il y a environ 6,2 millions de tonnes d'emballages professionnels qui sont mis en marché par an. 50% de papier carton, 35% de bois, 13% de plastique et 2% de métaux à peu près. Et on compte aujourd'hui environ 7% d'emballages professionnels qui sont déjà réemployés. En effet, les entreprises n'ont pas attendu la REP pour comprendre que leurs emballages ne sont pas que des déchets, mais qu'ils sont aussi des ressources et qu'à un moment donné, un produit qu'on utilise, on ne va pas forcément le jeter immédiatement, on peut peut-être le réutiliser, le réemployer ou le réduire, en tout cas éviter de générer du déchet systématiquement. Donc c'est vrai que dans le cadre de la filière, dans le cadre des emballages professionnels, le réemploi existe déjà et le principe de la filière REP, c'est vraiment de s'appuyer sur l'existant, donc pas de détricoter ce qui a déjà été mis en place, et on va le voir tout à l'heure avec le témoignage de Bretz et de Pandobac, mais plutôt de venir soutenir ces acteurs qui font déjà du réemploi et accompagner ceux qui n'en font pas encore à le développer.
Il y a des potentiels très importants encore de substitution de tout ce qui est à usage unique au sein des emballages professionnels. Par exemple, les emballages carton, on peut les remplacer par des caisses réemployables. Idem pour les cagettes en bois, idem pour les emballages en polystyrène. Donc le principe de la REP et ce qu'on a dans le cahier des charges sur le réemploi, en résumé, c'est d'abord, bon ça c'est le principe, c'est que les metteurs en marché, ils doivent financer la gestion de leurs emballages et de leur fin de vie. Dans le cadre de la REP emballage pro, comme on a dans la REP emballage ménager, dans la REP emballage de la restauration, les éco-organismes vont devoir dédier au moins 5% de leur budget au développement de solutions de réemploi. Donc on va avoir, comme pour les emballages ménagers, des appels à projets, des éco-organismes qui vont venir soutenir les projets de leurs metteurs en marché ou d'opérateurs de réemploi qui travaillent avec leurs clients. Et ils vont venir soutenir des investissements plutôt en CAPEX avec ce fonds réemploi de 5%, qui n'est pas vraiment un fonds réemploi, mais un budget dédié. Ensuite, ils ont l'obligation de mettre en place des éco-contributions qui vont venir avantager économiquement les emballages réemployés, donc qui ne sont plus neufs, et les emballages réemployables par rapport aux emballages à usage unique, pour inciter les metteurs en marché à acheter plutôt des emballages qui vont ensuite être réemployés plutôt que des emballages à usage unique. Et donc ça, c'est au travers de primes pour le réemploi et de pénalités pour venir réduire la facture que vous allez payer, vous, metteurs en marché, à votre éco-organisme. Ensuite, en dehors des 5%, ils ont aussi l'obligation de venir soutenir certaines opérations de réemploi, donc là, plus de l'OPEX. C'est des soutiens à la traçabilité pour tous les emballages professionnels et des soutiens à la collecte qui vont perdurer pour certains emballages de la restauration. Enfin, des obligations aussi pour les éco-organismes de travailler sur des standards, parce que sans standardisation, sans massification, le réemploi ne peut pas fonctionner. Donc, quels sont les emballages concernés? Tous les emballages professionnels sont concernés, c'est-à-dire tous les emballages qui n'ont pas vocation à arriver chez le consommateur. Donc les emballages de vente. Alors maintenant, avec PPWR, les terminologies ont changé. Donc on ne parle plus d'emballage primaire, mais d'emballage de vente. Les emballages groupés, qui étaient les emballages secondaires. Les emballages de transport, ce qu'on appelait les emballages tertiaires. Et une nouvelle catégorie qu'on appelle les emballages de production primaire, qui sont des emballages de vente pour des produits agricoles, comme les fruits et légumes, la viande, le poisson. Et tous les matériaux sont concernés, carton, plastique, bois, métal, verre. Et même s'il y a des exemptions sur certains emballages, comme les emballages en carton, malheureusement, puisque le lobby du carton a réussi à faire exempter ces emballages d'obligation de réemploi dans le cadre de PPWR, et donc la France a été contrainte de transposer cette exemption. Même s'il y a cette exemption, on sait que déjà ces emballages ils restent concernés par la REP, il y a une obligation de déclaration et de contribution forcément. Et on sait que des projets de substitution des emballages carton par des emballages réemployables pourront être financés par les éco-organismes via les 5%. Donc le calendrier rapidement. Donc entre janvier et juillet, la REP n'est pas encore en place. Là, les 3 éco-organismes candidats que vous allez écouter tout à l'heure ont déposé leur dossier d'agrément. L'agrément devrait intervenir entre mai et juin. On connaîtra alors les barèmes des éco-organismes et c'est ça qui va permettre aux metteurs en marché de décider vers quel éco-organisme il va se diriger, à quel éco-organisme il va adhérer. Entre janvier et juillet, donc, les metteurs en marché ont toujours l'obligation de déclarer leurs emballages réemployables et réemployés auprès de l'ADEME. Ils peuvent le faire soit directement, soit par le biais d'une structure collective, comme leur éco-organisme. Et je vous rappelle qu'il y a toujours, en 2026, un soutien de l'ADEME au réemploi des emballages, donc un dispositif national de soutien financier que vous pouvez activer encore jusqu'à la fin de l'année sur des projets pour développer le réemploi dans vos entreprises. Donc le 1er juillet 2026, la REP sera officiellement lancée. Comment les éco-organismes voient le réemploi pour cette REP emballage ménager? Comment peuvent-ils vous accompagner d'ores et déjà dans l'entrée en vigueur de cette REP? Quel modèle logistique et économique ils vont vouloir soutenir?
c'est toutes ces questions auxquelles ils vont répondre, mais avant, je vais donner la parole à donc Laetitia Bertrand et Anaïs Ritterban, si elles peuvent venir me rejoindre sous vos applaudissements. Donc Anaïs Ritterban, qui est donc fondatrice de Pandobac. Pandobac, qui est présidée par Chou Zhang, qui est présidente de Réseau Vrac et Réemploi. Et Laetitia Bertrand, qui est ingénieure packaging chez Bretz. Vous avez déjà mis en place, vous travaillez ensemble sur des projets de réemploi de vos emballages professionnels chez Bretz avec Pandobac. Et donc, on vous écoute sur cette collaboration que vous menez et comment la REP va venir vous aider encore plus voilà, à partir du mois de juillet. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc en effet, Laetitia Bertrand. Donc je m'occupe des emballages chez Bretz. Le nom de l'entreprise est Alto, mais en effet, on est quand même plus connu par notre marque nationale qui est Bretz. Et avant de vous parler de réemploi sur l'emballage groupé, on a fait une première expérimentation sur l'emballage de vente. Parce qu'en effet, Bretz, enfin Alto, c'est 329 millions d'UVC mis sur le marché français chaque année. Et donc, en sachet souple, à usage unique, et jusqu'à fin 2025, on n'était pas recyclable. Donc, grâce à cette nouvelle filière, on peut maintenant prétendre à cette recyclabilité. Mais avant ça, du coup, avec la loi AGEC, et maintenant plus particulièrement la PPWR, il y a des objectifs de réemploi et de recyclabilité. Et c'est pour ça que, pour éviter d'avoir une contrainte qui est imposée, on s'est dit qu'on allait tester en grandeur nature, à l'échelle, en conditions réelles, avec un projet qui s'appelle R3 Pack, qui a été lancé donc en 2022. Et donc, on a mis sur le marché, dans la région du Nord, des seaux de chips. Alors, il y a eu des plus et des moins. On a encore des points de blocage, notamment sur le lavage. On est sur des emballages plastiques, qui restent recyclables aussi. On n'arrive pas à garantir l'absence d'allergènes lors du lavage. Et donc, ça reste un point bloquant qui est quand même toujours en développement à ce stade. On a aussi une mise industrielle dans nos usines qui est assez compliquée. On parle d'un emballage souple à un emballage rigide, donc ça demande des investissements qui sont assez colossaux. Et aussi, on a fait une ACV pour pouvoir s'assurer qu'on était quand même dans les clous sur le réemploi. Et en fait, il s'avère que le réemploi sur le seau n'est pas favorable. On a une différence de poids en fait qui est beaucoup trop grande et qui défavorise complètement l'ACV du réemploi. Donc, ce qui nous a en fait on a un petit peu freiné sur ce projet-là. Mais à contrario, ça nous a quand même permis de développer autre chose et de prendre de l'expérience sur le réemploi. On a eu notamment une acceptation du consommateur sur un emballage qui est quand même très rupturiste dans l'ensemble. Il y a aussi une certaine gestion de la consigne à prendre en interne et qu'on a pu développer dans nos systèmes informatiques assez facilement. Et donc ça, c'est grâce tout à l'équipe d'Alto. Et toute cette question de reverse aussi, on a pu, lorsque le consommateur revient déposer son contenant consigné, toute cette gestion de consigne s'est faite de manière automatique. Donc on a appris des choses de cette expérience. Et malgré tout, on a décidé quand même de continuer le réemploi. Et on s'est dit en fait qu'on allait passer sur l'emballage groupé, puisque on se trouve que c'est peut-être plus facile à mettre en place chez nous en interne. Déjà parce que c'est du B2B, et donc la boucle est un peu plus simple à gérer. Il y a toujours cette question un peu floue que quand l'emballage vide est chez le consommateur, notamment sur un contenant plastique assez gros, parce qu'on emballait quand même 250 grammes de chips, potentiellement on ne sait pas trop ce qui se passe entre l'emballage vide chez le consommateur et l'arrivée dans les RVM pour le lavage. Alors que dans une boucle en B2B, c'est quand même un petit peu plus gérable. On a également des formats qui sont déjà standardisés, nous, sur nos cartons. Donc, c'est-à-dire qu'un passage d'un carton à une caisse, on est déjà en quart et huitième de palette. Donc déjà, on se pose moins la question sur le nombre d'UVC qu'on va pouvoir mettre par caisse. Il y a toujours cette histoire de hauteur de caisse à développer, mais malgré tout, on a des caisses qui peuvent s'encastrer très facilement les unes dans les autres avec des caisses qui sont de confrères
par exemple, ou sur un autre secteur d'activité que la chips. Et vu qu'on emballe quand même 329 millions d'UVC, on utilise quand même beaucoup de carton. Et la REP EP nous a en fait remis une petite pièce dans la machine parce que ça reste un emballage à usage unique qui aura un coût à la fin. Et on aimerait proposer une solution alternative à nos clients de pouvoir s'affranchir de cette REP EP puisqu'on est aussi fabricant de chips à marque distributeur. Et donc, ils seront metteurs sur le marché avec leur propre marque. Et donc, c'est une alternative qu'on peut leur proposer de passer sur du réemploi. D'autant plus qu'ils sont quand même moteurs sur le sujet. On a déjà discuté avec eux. Ils le font déjà sur d'autres secteurs, sur les fruits et légumes, notamment sur le frais. Et c'est quelque chose qui gère déjà la reverse. Et donc, c'est plus facile d'échanger avec eux sur ce sujet-là. Et donc, voilà, on avance petit à petit. Et donc, pour pouvoir avoir une étude solide, on a fait un partenariat avec Pandobac pour faire une étude de faisabilité, qu'elle soit technique, économique et environnementale, puisque c'est les 3 piliers qui vont nous donner le feu vert sur une expérimentation sur une de nos usines. Voilà. Alors, il y a... Comment ? Ok, bon, alors, il n'y a pas mes slides, mais c'est pas... Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je vais continuer comme ça. Sur le... Donc, moi, je suis Anaïs Ritterban de Pandobac. Et donc, Pandobac, on est apporteur de solutions sur le réemploi. On intervient, du coup, sur 5 briques de réemploi. Donc, 4 briques opérationnelles qui sont la location de caisses réutilisables, qui sont suivies et lavées. Donc, du coup, la brique location de caisses, la brique traçabilité. Toutes nos caisses sont équipées de QR codes qui permettent du coup d'avoir un identifiant unique et d'optimiser les stocks et les rotations des caisses. On intervient également sur la partie collecte. Donc, on va chercher les caisses dans des points mutualisés pour les récupérer pour le lavage. Et donc, finalement, cette dernière brique, le lavage, où on dispose notre propre centre de lavage à Rungis et de partenaires de lavage dans tout le reste de la France pour laver les caisses et les remettre à disposition. Et enfin, on a une dernière brique de service qui est une partie bureau d'études où en fait ça nous permet d'accompagner nos clients en amont des projets. Donc c'est le cas, c'est ce que présentait Laetitia. Donc ça nous permet d'accompagner Alto en amont de projet pour anticiper tous les enjeux d'un passage en caisse réutilisable. Et donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu de la méthodologie avec laquelle on accompagne du coup nos clients. Le principe d'une étude préalable à un pilote, ça va être vraiment d'aller anticiper tous les enjeux d'un changement de caisse. Puisqu'en fait, on ne parle pas d'un simple changement d'emballage. Derrière, ça va mobiliser toutes les parties prenantes tout au long sur toutes les fonctions d'un industriel. Ça va être à la fois le service commercial sur le service, sur la prestation qui va être vendue, ça va être la logistique et le transport sur la partie caisse. En production, ça nécessite également des ajustements. Et donc, nous on va accompagner sur tous ces aspects-là. Le principe, ça va être vraiment de poser une phase de diagnostic, de se dire quels sont les enjeux auxquels doit répondre l'emballage, quelles sont les contraintes qu'il existe actuellement. Ça peut être des contraintes industrielles sur la chaîne de production, mais ça va être aussi les aspects humains, comment on fait pour limiter les TMS quand on passe d'un carton assez léger vers des caisses réutilisables qui sont forcément plus lourdes. Et du coup, donc, tous ces aspects-là, on va faire une première phase de diagnostic. Et ensuite, sur cette base-là, on va aller identifier des caisses qui correspondent aux produits qui doivent être transportés. Ça peut aussi enclencher des discussions en termes de nombre d'UVC qu'on va mettre par caisse.
c'est des choses qui peuvent évoluer par rapport au carton, parce que tout l'enjeu du réemploi, ça va être d'arriver à une standardisation. Donc, on va éviter de vouloir calquer absolument le format de la caisse sur le format des cartons existants. On va partir de caisses qui sont les plus standards possibles, donc des quarts, des huitièmes de palette, dans des hauteurs variables, mais on va aussi du coup essayer d'anticiper ce que ça va représenter en termes de changement d'unité produit, de changement de PCB. Et du coup, on va intervenir, on intervient là-dessus, donc on fait le benchmark pour identifier les caisses. Et ensuite, à la fin de la phase d'étude, l'idée c'est de déboucher sur une feuille de route de mise en place d'un test en grandeur nature. Donc en fait, une fois qu'on a identifié tout ce qu'il allait falloir modifier, c'est de se dire voilà comment on peut fonctionner dans le cadre d'un pilote, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui doit être absolument modifié et qu'est-ce qu'on peut faire fonctionner en mode dégradé. Pour vous donner un exemple très concret, si on est sur des lignes des fins de ligne qui sont manuelles, finalement on va aller modifier la mise en place, là où des cartons par exemple peuvent être formés automatiquement et mis sur ligne, il va falloir peut-être former les caisses manuellement pour qu'elles soient amenées en bout de ligne pour être remplies. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir anticiper ce que ça va représenter en termes de productivité, en termes de cadence qui peut être respectée, et du coup, de pouvoir anticiper ça dans le cadre d'un pilote. Donc ça, c'est pour la méthodo et la façon d'accompagner les différents aspects. Et donc finalement, si on essaye de recouper un petit peu tous les critères et tous les challenges qui se présentent dans le cadre d'une transition, il va y avoir vraiment les aspects opérationnels, il va y avoir les aspects humains, et il va enfin y avoir l'aspect environnemental, puisque du coup, l'idée, c'est quand même de mettre en place une solution qui a du sens d'un point de vue environnemental. Donc notamment, ça va passer par le fait de s'assurer que les caisses qu'on va mettre en marché pour remplacer les cartons, elles vont circuler suffisamment de fois pour remplacer un nombre important de cartons. Et donc, c'est s'assurer que de bout en bout, les caisses sont suivies, identifiées, et qu'il y a la bonne logistique mise en place pour que les caisses vides soient récupérées. Et donc, on s'appuie notamment sur la logistique en place chez les distributeurs, pour que ce soit les distributeurs qui, évidemment, livrent les points de vente, mais récupèrent aussi les caisses vides en point de vente, les ramènent en points mutualisés, et donc que nous, on les récupère. Et c'est là aussi où l'application de suivi qu'on a développée a toute son importance, puisque c'est ça qui nous permet vraiment d'aller monitorer les stocks et d'aller s'assurer du nombre de rotations qui sont faites. Et pour terminer sur le sujet, la dernière slide que je voulais vous montrer, c'était vraiment sur le fait de dire que l'intérêt de passer au réemploi, il va y avoir certes une mise en conformité sur la REP emballage professionnel, qui a son importance en termes d'impact sur les éco-contributions, mais il y a aussi un potentiel d'économie qui peut être réalisé sur les emballages. Quand on déploie à grande échelle les caisses réutilisables, on est sur une facturation à l'utilisation et on arrive à se rapprocher, voire on est à peu près au même coût que du carton quand on déploie à l'échelle, et il peut même y avoir des économies à réaliser sur le sujet emballage. Il y a évidemment des économies qui peuvent être réalisées sur la gestion des déchets, puisqu'on supprime les déchets d'emballage. Et enfin, il y a aussi un vrai sujet d'automatisation, parce que qui dit réemploi dit standardisation. Ça a été abordé à la fois par Lucia et par Laetitia. Et la standardisation, elle permet derrière de l'automatisation encore plus poussée, et donc elle permet d'aller chercher des vrais gains opérationnels et de productivité. Donc voilà, c'était vraiment là-dessus que je voulais terminer. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour des questions, peut-être, rapidement, avant de laisser la parole à Christophe, si vous voulez vous préparer pour l'éco-pro. Est-ce qu'il y a des questions pour nous? Sinon, vous aurez le temps d'en reposer après l'intervention des 3 candidats éco-organismes. Donc, pas de questions? Eh bien, vous restez dans la salle, de toute façon, s'il y en a après.
Et ben, tout de suite, je vais passer la parole donc à Christophe Chéron, directeur marché chez l'EcoPro, et donc candidat à l'agrément sur la filière REP emballage professionnel. Vous m'entendez? Ça marche. Donc bonjour à tous. L'ECO, donc comme vous connaissez peut-être, donc on est un éco-organisme aujourd'hui installé sur le périmètre des emballages ménagers papier graphique. Et effectivement, on est candidat, on a été candidat à la REP sur les emballages professionnels. Donc l'idée, c'est que l'éco-organisme gère la filière, hein, donc on est un peu le chef d'orchestre, enfin en tout cas tous les candidats détenteurs de l'agrément, pour piloter au mieux la filière avec toutes les parties prenantes. Et demain, ce modèle qui existe déjà sur le ménager sera dupliqué sur le professionnel. Et le fait de déjà connaître un petit peu l'ensemble de ce fonctionnement nous permettra d'être efficient plus rapidement. Juste un petit mémo quand même qui est nécessaire. Lucia l'a très bien évoqué tout à l'heure sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dépenser, mais sachez quand même donc les éco-contributions qui sont versées auprès de l'éco-organisme sont, on a but non lucratif, hein, donc on reverse à peu près 80% de tout ce qu'on touche aux collectivités pour gérer la collecte et le recyclage. Ensuite, il y a 15% qui partent dans des dépenses obligatoires, dont 5% sur le réemploi, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis le reste sur les frais de structure. Et en fin d'année, il ne doit rien nous rester puisqu'on doit tout redistribuer. Donc nos missions, voilà, c'est tout ça, c'est réduire la quantité des emballages, favoriser le geste de tri et le réemploi, développer de nouveaux schémas de collecte et de collecte de tri et de recyclage, simplifier le processus déclaratif, déployer les obligations réglementaires, bien sûr, et atteindre les objectifs de recyclage qui nous sont fixés au niveau français et européen. Juste un petit rappel, on a un périmètre, on travaille sur un périmètre français, l'ECO, mais notre maison mère est aussi éco-organisme dans différents pays, donc on est en capacité aussi de vous accompagner sur presque toute l'Europe. Voilà. Je ne m'étends pas dessus puisqu'on n'a pas assez de temps. Donc l'accompagnement, il va être sur différents sujets, donc sur la mise en conformité, que ça soit ménager sur le papier, sur le professionnel. Donc on saura vous accompagner sur l'ensemble de ces points, faire de la veille réglementaire. C'est de l'accompagnement aussi, on l'a dit tout à l'heure, sur le réemploi, la R&D, l'éco-conception. On est là pour vous accompagner et optimiser l'utilisation de vos emballages. On a un système d'appel à projet, donc ça c'est pour toutes les REP déjà qui fonctionnent comme ça. Et puis on a un site qui s'appelle l'Eco Academy qui est aussi là pour vous accompagner, vous aider, vous former sur tout ce qui gravite autour des emballages. On fait de la coordination avec les différentes parties prenantes, bien sûr. Et puis on a un espace adhérent qui vous permet de déclarer simplement, efficacement vos emballages, tout ça dans des objectifs de recyclage, dans des objectifs de réemploi et aussi des objectifs de réduction, puisque on parlait des 3 R tout à l'heure, on est en plein dedans. L'EcoPro, donc, sur lequel on parle aujourd'hui, donc ça va être, on va essayer d'apporter aussi donc, un soutien technique. On va mettre en place des appels à projets, donc sur les différents sujets. Pandobac, tout à l'heure, on en a parlé. Soutien aux opérations, donc on accompagnera les différentes parties prenantes sur les différentes opérations professionnelles de collecte ou de recyclage. On va aussi travailler sur la standardisation, alors en concertation avec tous les candidats à la REP, puisque l'objectif c'est de déployer par l'intermédiaire de notre organisme coordinateur qui s'appelle l'OCAPRO des standards. On le fait déjà sur la partie ménagère, mais aussi il faudra le développer sur la partie professionnelle. Donc
On doit travailler tous ensemble pour arriver à une standardisation de certains emballages, faire de la communication et puis faire aussi du suivi réglementaire, ça, bien sûr, dans la foulée. Donc, notre projet d'accompagnement sur la partie réemploi, ça va être les appels à projets. Donc, on le fait déjà sur la partie ménagère, on va le refaire sur la partie professionnelle. On va le faire dès que possible, hein, on attend notre agrément, le temps que tout ça se mette en place. Donc dès qu'on sera en capacité de le faire, on lancera les appels à projets sur le périmètre professionnel. On fera aussi des soutiens aux opérations autour du réemploi, donc avec des contrats types. Alors c'est pareil, les contrats ont été déposés dans le cadre de notre demande d'agrément, il faut que ça soit validé par la DGPR. Donc tant qu'on n'a pas la réponse et l'orientation, on ne peut pas encore communiquer dessus, malheureusement. On aura aussi des soutiens financiers sur la collecte et des soutiens à la traçabilité, puisque ça fait partie aussi de notre cahier des charges. On fera aussi de l'accompagnement technique sur le réemploi, donc avec le développement de nouveaux partenariats avec les acteurs clés de la filière, et il y en a un certain nombre. On va faire des groupes de travail pour justement optimiser, travailler sur les différents sujets, et là aussi il y a beaucoup de sujets, que ce soit la palette, les cagettes en bois, en plastique, enfin il y a de multiples types d'emballages professionnels que parfois même on ne soupçonne pas, mais il y a beaucoup de choses. Et puis c'est aussi sensibiliser les adhérents au réemploi, puisque comme on disait tout à l'heure, on a 5% de budget à dépenser, 5% de notre chiffre d'affaires doit être dépensé sur des projets autour du réemploi. Il faut en parler aux adhérents. L'argent ne part pas que dans un sens. Je le dis souvent, ça. Vous payez des éco-contributions, mais l'éco-organisme vous doit aussi un retour sur l'investissement, je dirais. Et donc, on doit vous accompagner aussi sur différents sujets, le réemploi, la R&D, l'éco-conception. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter votre éco-organisme préféré. Les prochaines étapes. Donc, Lucia l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, on a déposé notre dossier de candidature. On attend notre agrément. On passe en commission interfilière des REP le 7 mai. Donc, à partir du 10 mai, on sera en capacité de vous dire si on a l'agrément ou pas. Et tout va s'enchaîner ensuite sur la prise des adhésions pour démarrer effectivement au 1er juillet, date de comptabilisation officielle des mises en marché. Donc, on demandera des estimations de mise en marché sur le 2e semestre. Voilà. Donc voilà, globalement, le modèle professionnel sera, qu'il soit professionnel d'une façon générale et sur le réemploi en particulier. On va dupliquer un petit peu ce qu'on a fait en ménager pour l'appliquer aux pros. Voilà, j'ai essayé d'être concis en 10 minutes, c'est pas facile. Donc si vous avez des questions. Merci Christophe. Y a-t-il des questions pour l'éco pro? Merci. Ouais. Hugo, journaliste pour Process Alimentaire. Vous avez parlé beaucoup de replacer le réemploi au centre des 3 R. Et du coup, moi, je me demandais si le budget de 5% était suffisant justement pour replacer le réemploi et développer de vraies alternatives réemployables, une vraie logistique circulaire. Alors, ça dépend du budget qu'on dispose, du chiffre d'affaires qu'on fait. Quand vous faites 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires ou plus, ou quand vous faites 50 millions, on n'a pas le même budget. Voilà. Donc, plus l'éco-organisme est petit, plus il doit optimiser ses dépenses. Voilà. Donc, à mon niveau, je vous dirais, pour nous, c'est pas assez. Voilà. Après, sur d'autres acteurs, c'est peut-être suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, pour nous, je pense que c'est pas assez. Mais voilà. Après, il faut savoir que comme je le disais tout à l'heure, on est à but non lucratif, donc on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Donc plus on aura de producteurs, plus on pourra dépenser de budget d'accompagnement des producteurs. Je rebondis juste, les 5%, c'est un minimum. Vous pouvez toujours faire plus. Oui, on peut peut-être si vraiment dépasser. Si vous trouvez que c'est pas assez, Christophe. Si on est sur un projet filière, on peut toujours un peu déborder.
Moi, je voulais juste remercier l'ECO parce que c'est un éco-organisme qui soutient beaucoup nos actions et notamment sur l'exemption au carton. Vous avez été le seul à soutenir notre position et nos actions de plaidoyer pour faire en sorte que le carton ne soit pas exempté en France des obligations de réemploi. Donc voilà, je voulais vous remercier publiquement. Et c'est aussi pour ça que c'est pas parce que le carton sera exempté qu'on ne l'accompagnera pas sur le réemploi. Donc il faut le dire aussi. Voilà. Merci beaucoup Christophe et on va passer la parole à Benoît Le Driff, responsable des opérations chez Twice. Bref, pardon. Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Je me présente Benoît Le Driff. Donc, pour les Bretons, ils ont rectifié par eux-mêmes. Alors, je me présente. Donc, pour ma part, donc, je suis responsable des opérations chez Twice. Donc, je travaille sur les parties aval, collecte, tri, réemploi, recyclage. Et pour vous présenter rapidement Twice. Donc, Twice, c'est le nouvel acteur sur la partie de la REP emballage professionnel, donc un futur éco-organisme qui a été créé par des industriels pour traiter les sujets des industriels. Nous avons été créés il y a 5 ans maintenant, avec l'ambition de porter des sujets sur les thématiques de réduction, de réemploi, de recyclage des emballages professionnels dans leur ensemble. On a une spécificité particulière sur la thématique plastique d'un point de vue recyclage. J'en parlerai pas aujourd'hui en spécifique, on va parler réemploi. Mais on lance des projets sur ces sujets de réemploi, de recyclage des emballages professionnels depuis 2020 maintenant. Et on a déjà accompagné plus d'une centaine d'entreprises. On a lancé plus d'une trentaine de projets d'expérimentation sur ces sujets avec un certain nombre de succès sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises d'ores et déjà pour l'arrivée de cette nouvelle REP sur les emballages professionnels, sur l'ensemble du périmètre sur lequel ils soient assujettis, qu'ils soient metteurs en marché, qu'ils soient détenteurs d'emballage, qu'ils soient collecteurs, trieurs, opérateurs du réemploi, recycleurs. On les accompagne pour qu'ils comprennent leur rôle, pour les impliquer dans cette REP. Et si vous êtes là aussi aujourd'hui, pour vous sensibiliser sur ces sujets qui sont importants au regard des objectifs ambitieux qui nous sont donnés, à la fois sur la réduction, le réemploi et le recyclage. Aujourd'hui, Twice travaille avec un certain nombre d'entreprises et on va revenir dessus, mais également positionné au niveau européen avec des discussions depuis plusieurs années maintenant et l'implémentation de ces REP emballages professionnels dans toute l'Europe depuis plusieurs années, que ce soit Belgique, Espagne, Italie, Allemagne. C'est moi qui ai le... Et donc aujourd'hui, Twice a positionné une gouvernance un peu particulière, puisque cette REP sur les emballages professionnels, elle va toucher tous les corps de métier, tous les secteurs toutes les entreprises de différents secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, qui est présent aujourd'hui, mais le secteur de la chimie, le secteur de la cosmétique, de la santé, de l'armement. Chacun a des problématiques totalement différentes, des emballages différents, souvent même des vocabulaires différents. Et donc, à travers cette différence-là, nous avons souhaité le traduire à travers une gouvernance aussi d'acteurs qui sont répartis suivant des collèges de secteurs d'activité sur lesquels nous constituons cette gouvernance. Donc, on a un certain nombre d'acteurs principalement industriels, des gros industriels qui sont engagés dans cette démarche et qui nous soutiennent pour lancer cette candidature. Pour faire un focus aujourd'hui sur la thématique du réemploi, je reprendrai un point qui a été évoqué un peu plus tôt par Lucia, les 7,7% de taux de réemploi qui a été évoqué. Ça, c'est le chiffre évoqué pour l'Observatoire du réemploi. Si on le nuance un peu, ce chiffre-là, il est basé sur des remontées de nombre d'entreprises assez limitées aujourd'hui, puisque l'Observatoire du réemploi a dû recueillir quelques milliers d'entreprises sur les centaines de milliers, millions d'entreprises qui doivent déclarer ce chiffre-là. La REP, ça va servir à cette partie, amener de la visibilité, de la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur pour optimiser
déjà la connaissance des pratiques et ensuite les développer. Tout ça pour dire que d'autres chiffres existent. L'étude de préfiguration mentionnait près de entre 8 et 10 millions de tonnes d'emballages qui sont dans les boucles de réemploi. L'étude de l'Observatoire des potentiels de réemploi parlait de 1,5 milliard d'unités réemployées. Pour vous dire que le réemploi, c'est une réalité dans les emballages professionnels. Aujourd'hui, vous, vos confrères, l'ensemble des acteurs mettent en place, lorsque c'est possible, énormément de projets autour du réemploi sur déjà certaines typologies d'emballage très, très emblématiques. Alors, peut-être le premier peut arriver en tête, c'est la palette. Même s'il y a encore des gros progrès à faire sur cet emballage-là, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont engagées. Donc, on pourrait catégoriser le réemploi, pour faire caricaturer, pour faire un peu simple, en 3 groupes. Certains qui ont déjà une certaine maturité, un potentiel avec des acteurs industriels, un marché économique, où là, on peut voir certains emballages qui ont un certain nombre de rotations assez élevées. On parle des IBC, des fûts, des palettes, des caisses palettes, où aujourd'hui, vous pouvez les voir, c'est des emballages qui sont à la fois utilisés, collectés, avec un écosystème, et on en voit dans cette salle, qui font les opérations de collecte et qui permettent le réemploi de ces emballages. On a d'autres emballages qui, eux, sont plutôt dans des schémas pré-industriels, des expérimentations déjà de niveau assez important, qui permettent de travailler sur le développement de ces boucles, notamment, je pense aux seaux, Big Bag, à certains emballages de séparation, et puis d'autres qui, aujourd'hui, sont plus sur des expérimentations, on va dire, sans péjoratif, plus confidentielles, qui doivent lever un certain nombre encore de freins techniques et de freins sur le modèle économique. Et ce sera partie de notre rôle de les accompagner sur ces sujets-là. Alors on parle des housses, des filets, des sangles réutilisables qu'on voit aujourd'hui avec des projets qui émergent, mais qui devraient encore pouvoir se développer dans les prochaines années. Twice a mis en place depuis 2023 un groupe de travail dédié avec les acteurs du réemploi. Alors Pandobac qui était ici faisait partie de ce GT, mais d'autres acteurs sur l'ensemble des emballages qu'on a pu voir précédemment, justement pour identifier sur des cas très concrets les leviers, les freins qu'ils pouvaient avoir sur le développement de leur filière. Donc on sait que pour pouvoir avancer sur cette partie de réemploi, on va avoir à lever un certain nombre de freins, que ce soit des freins qui soient liés à la réglementation, on peut parler aux déchets dangereux, aux problèmes sanitaires, aux aspects humains aussi. Déjà l'accompagnement au changement, modifier les pratiques. On parlait des TMS un peu plus tôt. Des freins économiques, bien évidemment, c'est toujours un sujet. Il faut pouvoir accompagner les entreprises dans lever ces freins sur les coûts logistiques, sur la massification, sur la gestion des stocks. Ça fait partie des éléments sur lesquels il faudra vous accompagner pour lever ces freins. Les parties techniques, qui font partie vraiment des premiers éléments qui sont remontés, notamment sur toute la partie caractéristique des produits, utilisation. Et enfin, les éléments logistiques, incluant les surfaces de stockage et la traçabilité, qui fera partie aussi des éléments clés pour pouvoir développer le réemploi au seuil où la PPWR nous le demande. Pour y répondre concrètement, nous, côté Twice, on vous accompagnera sur un certain nombre de sujets afin de sensibiliser les acteurs justement aux thématiques du réemploi, mais pas seulement les entreprises qui veulent s'engager, mais l'ensemble des entreprises de l'écosystème, avec un certain nombre de contenus pédagogiques, le référencement des acteurs du réemploi. Il y a des choses qui ont déjà été démarrées au niveau de l'ADEME, mais de le porter à un niveau public. Travailler sur la traçabilité, la standardisation. Alors on l'évoquait, il y a des choses qui sont déjà mentionnées dans le cahier des charges pour les éco-organismes, notamment dans le secteur de la restauration, mais on aura un enjeu pas que sur le secteur de la restauration, on va l'avoir sur un certain nombre d'autres secteurs pour pouvoir amener ce réemploi à l'échelle souhaitée. Ça fera partie des éléments au même titre que comment on peut valoriser ce réemploi. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a la question économique qui est quelque chose qui est importante,
La partie RSE aussi en est un point important. Donc on travaille avec les entreprises à savoir quels sont les indicateurs qu'il faudra mettre en avant aussi pour pouvoir valoriser l'utilisation du réemploi au sein de leurs organisations. Pardon. On a évoqué, enfin Lucie a évoqué la question de la substitution. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement important, de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs sur des éléments de substitution pour pouvoir amener ce réemploi aussi à un certain niveau. Il y aura des études de faisabilité, des appels à projets qui seront lancés avec des diagnostics, des protocoles sur lesquels on doit travailler sur le lavage, sur la massification, sur des pilotes industriels. Et enfin, la structuration de toute la logistique qui incombe ce secteur du réemploi. C'est souvent un frein important. Comment on va collecter ces emballages, surtout quand on a des flux dispersés, comment on va les massifier, quel acteur va s'organiser pour laver, pour opérer le retour, la reverse logistique. Ça fait partie de tous ces éléments-là qu'on va devoir co-construire et ça se fera de toute façon que de manière spécifique sur les typologies d'emballage, de manière spécifique sectoriellement, parce que chaque secteur d'activité, et encore, même au sein de secteurs d'activité, il y a des modèles logistiques différents, ont leur spécificité et donc il faut accompagner l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir développer ces boucles de réemploi. Pour finir, donc l'enjeu pour nous, ça va être de vous accompagner sur l'information, comment mettre en œuvre, comment piloter ce réemploi. Donc ça décline l'ensemble des éléments que je vous ai pu vous présenter précédemment. Et pour cela, ce que je peux vous inviter à faire aussi et d'ores et déjà, c'est déjà de vous engager dans cette REP. Un des sujets aujourd'hui, c'est aussi de comprendre que cette REP arrive. Alors si vous êtes là, déjà, c'est que vous êtes peut-être un peu sensibilisé ou vous êtes opportuniste parce que vous l'avez vu sur la présentation et je vous en remercie. Mais il y a quand même énormément de choses à faire en termes de communication par rapport à l'arrivée de cette REP. Elle arrive au 1er juillet, il faut pouvoir s'organiser. Il y a beaucoup de choses à préparer en amont. Et dans ce cadre-là, je vous invite vraiment à vous mobiliser pour prendre cette information. Nous organisons des webinaires. Vous pouvez suivre tous ces éléments-là sur le site twice.org. Le prochain, d'ailleurs, sur le réemploi aura lieu, donc, il me semble, le 8 avril. Ça peut être aussi des éléments beaucoup plus détaillés qu'aujourd'hui pour avancer sur ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. En fait, j'ai une question sur le dépôt des agréments. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 3 candidats. Donc, il y a Citeo Pro, l'EcoPro et Twice. Et l'idée, c'est d'avoir une répartition des lots d'emballage, par exemple. Enfin, est-ce qu'il y a une répartition du périmètre ou c'est un éco-organisme qui va avoir toutes les fonctions? Non, il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de catégorie, comme on peut le voir dans d'autres filières REP, dans la dernière sur le bâtiment où il y a différentes catégories. Là, il n'y a pas de catégorie, donc il n'y aura pas de répartition spécifique, hormis celle que les metteurs en marché, ceux qui vont adhérer, vont faire de facto en rejoignant chaque éco-organisme. Question. Oui. Cécilia, il y a une autre question là-bas. Merci. Bonjour, Françoise Doucet. J'accompagne les professionnels autour du risque alimentaire. Oui. Ma question sur le réemploi. Vous disiez qu'il y avait un des freins, c'était un des freins sanitaires. Je me pose la question. Vraiment, c'est une interrogation personnelle. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites bactériologiques pour comprendre et pour connaître l'innocuité des emballages. Qu'en est-il au niveau physico-chimique? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si répandu que ça, qu'il y a une complexité, qu'il n'y a pas forcément tous les outils qui sont mis en place et que derrière, ça risque d'être cher aussi pour la personne qui va utiliser... par rapport au réemploi. Il y a une vraie question, en tout cas. Quelle est votre position là-dessus?
Alors, en effet, la partie sanitaire, c'est un point extrêmement important dans le cadre du réemploi. Il y a énormément de sujets sur cette partie et c'est pour ça que je le mentionnais de manière assez explicite. C'est qu'on va devoir lancer aussi des appels à projets sur ces thématiques de contrôle sanitaire, sur les protocoles de lavage, sur les technologies utilisées aussi pour les emballages. Alors, comme mon collègue l'a mentionné, on va avoir des montants conséquents à associer aussi sur ces sujets. Ça fait quand même des millions d'euros qui vont arriver pour travailler en spécifique sur ces sujets de réemploi. Donc, on adressera ces sujets avec les acteurs des filières concernées en fonction de leur spécificité. Parce que ceux qui utilisent une caisse de réemploi pour la poissonnerie et ceux qui utilisent des seaux pour le modèle de l'industrie laitière, les enjeux bactériologiques, les enjeux sanitaires ne sont pas les mêmes. Donc il faut le regarder aussi de manière très, très spécifique. Et là, on est sûrement sur un seul secteur d'activité agroalimentaire. Merci beaucoup, Benoît. Et on peut Merci à tous. l'applaudir, bien sûr. Et bonne chance pour l'agrément. Et donc Foucault Bachet, chef de projet réemploi chez Citeo Pro, pour terminer. Bonjour à tous. Merci Lucia de m'accueillir. Alors, je suis Foucault Bachet, je suis responsable réemploi au sein de Citeo Pro. L'objectif pendant ces 10 minutes, c'est comme mes confrères l'ont fait, vous partager la proposition de Citeo Pro pour vous accompagner au sein de cette REP des emballages professionnels. Alors, peut-être en guise d'introduction, pour présenter Citeo Pro. Donc, Citeo Pro, qui sommes-nous? On a une particularité. Donc, on est sur la REP des emballages de la restauration. On est déjà agréé depuis 2 ans sur cette REP des emballages de la restauration. Concrètement, on accompagne l'ensemble des metteurs en marché à réduire, réemployer, recycler, vous l'avez dit, dans cet ordre. C'est important pour des questions d'ACV. Et d'abord, la façon dont je vais présenter mon exposé, c'est d'abord vous parler de ce qu'on a fait sur les emballages de la restauration, qui seront demain au sein des emballages professionnels, et après de vous partager nos grandes convictions sur les emballages professionnels. Alors, sur l'emballage professionnel, sur l'emballage de la restauration, on a 2 gros succès à vous partager sur ce qu'on a fait sur ces 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on est agréé. Qu'est-ce que c'est juste d'abord en 2 secondes que les emballages de la restauration? On parle d'un gisement de 400 000 tonnes et ce sont tous les gros emballages alimentaires. Donc dedans, vous avez les seaux, les bidons, les grands sachets de pâtes, voilà, tout ce qui est gros emballage. Sur ces 400 000 tonnes, on a acquis à peu près 100 000 tonnes du gisement. Et dans les plus grandes réussites, c'est qu'on a accompagné un certain nombre d'acteurs très éloignés de la REP. Vous le voyez sur la REP des emballages professionnels, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et surtout que vous êtes touché sur plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois contributeur, vous êtes aussi détenteur d'emballages professionnels et vous êtes aussi opérateur de réemploi. Et une des choses qu'on a bien réussi sur l'emballage de restauration, c'est d'embarquer des acteurs comme la restauration collective sur notre sujet, sur ces 3 casquettes. Concrètement, la restauration collective, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est ceux qui nourrissent tous les étudiants, les collégiens, les lycéens en France. Leur sujet, c'est de nourrir des millions de personnes et ils sont au centime près sur le repas. Et ils sont des fortes contraintes sanitaires et réglementaires. Ils sont sous le joug de la loi AGEC et de la loi Egalim sur les approvisionnements. Et parmi nos succès, on a accompagné 155 cuisines centrales, à la fois sur le volet éco-contribution et opérateurs de réemploi. Donc c'est pour vous dire que cette REP, ça va être difficile de déterminer où vous êtes responsable, quand, comment. Je pense qu'on a chez Citeo Pro la méthode et la pédagogie pour vous accompagner dans ce diagnostic et dans cet accompagnement, parce que vous êtes impacté à plusieurs casquettes. Ça, c'est le premier point. Donc on a accompagné avec l'AAP qu'évoquaient mes collègues, puisque c'est un objectif de notre cahier des charges à hauteur de plus de 500 000 € des projets pour passer au réemploi, sachant que sur ces emballages de la restauration, c'est assez peu mature, hein, le réemploi. On a beaucoup les fûts de bière que vous connaissez et les bacs gastro. Et donc ça se portait beaucoup sur les bacs gastro qui avaient un fort potentiel de développement.
Et la deuxième réussite, c'est qu'on a soutenu des opérations de réemploi de bacs gastro et de fûts pour accompagner ces acteurs et rendre le réemploi plus attractif économiquement. Deuxième grande réussite, c'est sur la standardisation. Vous l'avez beaucoup évoqué. Pour que le réemploi, ça fonctionne, il faut le mutualiser. C'est-à-dire que si chacun a son emballage réemployable de sa couleur et de sa forme, ça ne fonctionne pas. En revanche, si on arrive à mutualiser un parc d'emballage avec un grand nombre d'acteurs, on arrive à avoir des coûts logistiques qui diminuent, des coûts de lavage qui diminuent et des coûts de mise en marché qui diminuent. Concrètement, on a réussi à faire l'exercice sur les seaux et les bidons au sein des emballages de la restauration. On a constaté qu'il y avait un gros gisement de seaux et de bidons et qu'il y avait un potentiel de réemploi fort. On a mis autour de la table tous les acteurs, donc les metteurs en marché, les fabricants d'emballage, ceux qui viennent conditionner, les distributeurs, donc on parle à la fois des grossistes et des grandes enseignes de distribution, et les professionnels qui manipulent ces produits. Et on s'est mis autour de la table à réfléchir comment on fait un seau réemployable, comment on fait un bidon réemployable. Et donc on va atterrir sur un cahier des charges qui va sortir avant l'été, fin juin, avant notre agrément, qui écrira comment est-ce qu'on fait cet emballage réemployable en disant il faut un seau standard sur lequel on converge tous, parce que si chacun a son seau, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous avez compris, ces emballages de la restauration seront absorbés par les emballages professionnels demain. Et donc, je vous parle un petit peu des emballages professionnels. Quelles sont nos grandes convictions ? On a 4 grandes convictions sur ces emballages professionnels. D'abord, ça a été largement dit, mais je vais quand même le redire. Le gisement d'emballage professionnel, c'est 16 millions de tonnes. Sur ces 16 millions de tonnes, on a 10 millions de tonnes qui sont réemployées. Donc, vous l'avez dit déjà, mais c'est très mature. On a déjà une forte maturité sur le réemploi. Premier sujet, comment est-ce qu'on trace et on consolide les performances de réemploi ? Il y avait Pandobac tout à l'heure avec Anaïs qui l'expliquait, mais on ne peut mesurer l'efficacité de réemploi que si on compte. C'est comme si Léon Marchais s'entraînait sans chronomètre, ça ne marche pas. Il faut absolument compter les boucles de réemploi pour être capable de savoir si c'est rentable, si c'est efficace et si on atteint un gain économique. Donc première chose, tracer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas tracés. Donc comment on trace et on consolide ces opérations de réemploi ? Ça, il faudra qu'on le fasse avec vous. Le deuxième, harmoniser. On sait que tous ces emballages professionnels voyagent sur tout le territoire européen. Donc il faut qu'avec nos collègues, et nous c'est ce qu'on fait dans le cadre de coalition avec les autres éco-organismes européens, aligner les pratiques. Parce que si vous avez contribué en France, en Allemagne, en Italie sur une palette, ça va être difficile de dire que le réemploi est plus soutenable que l'usage unique. Troisième volet, accompagner financièrement des projets de réemploi pour des boucles courtes fermées. Concrètement, dans le réemploi, il y a 2 grands modèles. Il y a les boucles courtes fermées, entre un site, par exemple, de production et un site de distribution, où là, on peut facilement imaginer des boucles de réemploi. Et il y a des boucles plus longues, ouvertes. Et ce sont 2 boucles différentes. Sur les boucles courtes fermées, on peut facilement répliquer ce qui fonctionne par ailleurs. Là où sur les boucles longues, ouvertes, et c'est le dernier point, on a besoin de standardiser. Au même titre qu'on l'a fait sur les seaux et les bidons, il va falloir soit définir des standards qui existent déjà, soit ensemble co-construire l'emballage standard. Typiquement, on pressent que sur la caisse, il y a un vrai sujet d'aboutir à une caisse réemployable standard. L'idée, c'est avec vous, co-construire cette caisse réemployable standard de demain. Il faut qu'elle soit interopérable, facilement lavable, pliable et emboîtable. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on n'a pas l'expertise de l'ensemble des emballages professionnels. Concrètement, vous avez en tête qu'il y a quand même l'aéronautique, ça a été dit, la pharmaceutique, tout ce qui est de l'ordre du textile. Donc ça dépasse largement nos compétences historiques de Citeo sur l'emballage ménager. En revanche, on a la méthode et on a les leviers pour vous faire accélérer dans le réemploi. Nous, ce dont on a besoin, c'est que vous, les professionnels, vous nous rejoigniez pour co-construire la REP de demain, qui soit une REP efficiente. Définir avec vous les standards, ceux qui existent déjà, qu'on puisse les reprendre, afin qu'ils soient exonérés d'éco-contributions et construire ceux qui n'existent pas encore pour le réemploi. Voilà, je vois le temps qui clignote. J'arrive au bout de mon temps. Donc concrètement, 2 actions pour la suite. Voilà, retrouvez-nous. On est encore au hall 11, stand A41,
pour échanger avec vous et nous rejoindre dans cette belle REP qui est complexe, mais on va y arriver. Je vous l'ai dit, on a réussi à accompagner des acteurs qui avaient de grosses problématiques. Et par ailleurs, on organise mardi prochain à 9h30 un webinar sur le réemploi. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même, comme ça vous aurez accès au replay. 1h30, donc là l'exercice était 10 minutes. C'était intéressant parce que j'ai pris le webinaire que j'ai préparé mardi, que j'ai condensé avec Elodie qui est là. Mais on pourra aller plus en détail. Il y aura des personnes de la restauration collective qui seront là et des personnes de l'emballage professionnel sur comment vous accompagner sur le réemploi. On pourra aller un peu plus en profondeur sur ces sujets et notamment sur comment vous devriez contribuer et comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces sujets de réemploi. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Foucault. On va laisser la parole au public. Peut-être des questions pour Foucault sur la REP emballage pro. Pendant qu'il y a des questions qui se préparent, plus pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, est-ce que le budget de 5% est suffisant? Il y a un autre levier qui a été évoqué, c'est le fait que l'usage unique va contribuer. Et le réemploi, quand il ne sera pas standard, il va contribuer à hauteur de 50%. Donc seulement 50% de la contribution de l'usage unique. Et quand il sera standard, il va être exonéré d'éco-contribution. Et donc ça va être un autre levier, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux leviers. Il y a un levier qui finance et un autre qui pénalise. Il y a une pénalité en quelque part sur l'usage unique, donc ça va être un autre levier pour accélérer le réemploi. Il n'y aura pas seulement le fonds 5%, parce qu'effectivement, sinon, ça semble peu. Donc comme ça permet de répondre à cet axe-là. Et pas de contribution sur les réemployés, ceux qui ont déjà fait une rotation. Voilà, parce que l'idée, c'est que ça contribue à sa fin de vie et à sa gestion, mais du coup, quand c'est réemployé, ça contribue une fois, et après, ça ne contribue plus. Tout le sujet, ce sera de se mettre d'accord avec les autres pays européens, parce qu'il y a une palette qui a contribué en Allemagne et qui arrive en France. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne recontribue pas à nouveau, pour rester compétitif par rapport à l'usage unique? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parfait, on va pouvoir passer à l'autre table ronde. Et merci beaucoup à tous les intervenants.